nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Bottiot de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers qui va nous parler d'un sujet souvent brûlant, fièvre au retour d'un voyage. Et même si je suis un petit peu dans le sud, pour le moment, je ne crains pas trop, en tout cas, la fièvre de maladie tropicale, parce qu'il fait quand même un petit peu froid ici également. Alors, Emmanuel, merci d'être venu et je te cède tout de suite la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation sur ce sujet brûlant, fièvre au retour d'un voyage. Mais en effet, ce sera plutôt fièvre au retour d'un voyage dans les tropiques, hein, d'une manière générale, où il y a davantage de risques infectieux. Alors, je vais commencer simplement par un cas, pas facile à trouver, je vous le conseille, on a mis du temps. C'est un cas réel qu'on a connu à l'Institut et puis à l'hôpital, qui a dû être hospitalisé. Mais ce sera quand même une bonne introduction pour reparler un peu des tendances actuelles épidémiologiques au niveau des maladies fébriles chez les voyageurs. Et je vais essayer de revenir un peu sur ce qu'on appelle les prédicteurs, donc les éléments, les arguments cliniques ou de laboratoire qui permettent un petit peu de distinguer le chemin au niveau des maladies tropicales, des étiologies tropicales. Parce qu'on a parfois, il y a beaucoup d'étiologies possibles, on a parfois un peu du mal à trouver son chemin. Et donc, si j'ai le temps, à la fin, je ferai un petit update sur comment on diagnostique et comment on traite ces maladies tropicales, en tout cas les plus courantes. Mais ici, on va parler d'une jeune femme, 38 ans, qui a voyagé en Indonésie il y a quelques années. Vous voyez que c'était en 2013, quand même 2 mois à Indonésie. En fait, c'était sur l'île de Bornéo, qui, comme vous le savez, partie Indonésie, partie Malaisie. Donc, elle est allée dans les 2 parties de cette île. Et alors, je pense qu'au niveau risque, pendant le voyage, elle a à peu près tous les risques qu'on puisse imaginer. Donc, c'est le genre de patient qu'on aime voir. Enfin, c'est un peu challenging, comme on dit. Donc, elle a plusieurs visites de grottes, nage dans des rivières, y compris un petit lac. Elle a dormi vraiment dans des maisons. Elle a vécu vraiment de manière assez primitive, dans des conditions assez primitives, dans des huttes. Et elle reconnaît quelques risques sexuels pendant le voyage avec des voyageurs, avec des personnes locales. Elle a quand même pris la prévention contre la malaria, la tobacco-proanil, elle l'a pris très bien pendant les 2 mois. Ce n'était pas absolument nécessaire pour cette île, mais enfin, dans le type de voyage qu'elle a fait, c'était quand même plutôt intéressant de le faire quand même. Et elle vient donc à la consultation un jour de septembre avec une fièvre élevée, je me rappelle que c'était 39-40, des maux de tête sévères. Elle était un petit peu dyspnéique et elle vomissait depuis à peu près 3 jours. Donc elle s'est vraiment présentée à la consultation de la polyclinique, elle n'était pas directement allée dans un service d'urgence à l'hôpital. Et honnêtement, malgré, disons, le tableau un peu préoccupant, franchement, l'examen clinique était tout à fait normal. Pas de ganglions, pas de choses, l'auscultation pulmonaire normale, rien vraiment de frappant. Et elle a très vite eu, vu le contexte un peu de retour avec une maladie fébrile et un peu de dyspnée, elle a eu rapidement une radiographie des poumons qui est tout à fait normale. Alors, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord, on va faire une prise de sang rapide chez cette personne et on essaie d'obtenir les résultats rapidement. Je vous ai mis les chiffres les plus importants, les taux des globules blancs. Ah oui, excusez-moi, les diapositives sont en anglais, ce sont des diapositives que je recycle dans beaucoup de présentations. Donc, mais les taux de globules blancs en 8900, taux de plaquettes sanguines, allez, on va dire normal, quand même une CRP très élevée à 140, 147, vous voyez, la normale chez nous est en dessous de 10. Des tests hépatiques perturbés, les transaminases, 5 à 10 fois la normale, taux de LDH très élevé, et une bilirubine, on va dire à la limite, un petit peu trop élevé quand même. Et dans cet examen, je vous donnerai assez rapidement donc je pense que, je ne sais pas si on fait quelques secondes de discussion, mais voilà, on a une patiente fébrile qui revient d'Asie du Sud-Est. Je ne sais pas quels seraient les tests que vous feriez en priorité et quelles sont quelques maladies que vous avez quand même en tête chez ce genre de patient. N'hésitez pas, hein, vous pouvez y aller. Mais on est d'accord qu'il y a beaucoup de risques, facteurs de risque de toute une série de pathologies infectieuses. La malaria va être certainement la première chose qu'on va devoir éliminer, tout à fait. Ah oui, c'est un peu en plein milieu. La malaria, donc on va faire le test. Vous connaissez les tests pour la malaria. On a la chance d'avoir à la fois la microscopie, mais qui demande un peu de temps et un peu d'expertise. Mais on a la chance d'avoir les tests rapides depuis pas mal d'années maintenant qui nous aident beaucoup.
Autre maladie que vous voudriez investiguer rapidement chez cette patiente, qui n'a quand même pas l'air tout à fait bien, qui a quand même une biologie un petit peu inquiétante. La dengue est certainement dans le diagnostic différentiel, une maladie fréquente en Asie. On verra comment on fait le diagnostic. Oui. Une typhoïde. La fièvre typhoïde, certainement. Hein. On a quand même affaire à quelqu'un qui a on n'est qu'à 2 jours de fièvre, elle est vite assez fort malade, elle a une CRP très élevée, donc on a envie d'en faire quelque chose de bactérien. Donc, voilà, on a bien directement d'emblée signalé la possibilité d'une malaria, même si ce n'est plus un risque extrêmement élevé en Asie du Sud-Est, il reste quand même présent et il ne faut pas le louper. Donc, on a fait le test rapide et la microscopie, donc la fameuse goutte épaisse pour la malaria qui s'est avérée négative. On a vite fait un test VIH aussi, vu les risques sexuels. On a fait des tests antigéniques et anticorps pour le VIH. Alors, et on avait à l'époque pas encore le test rapide pour la dengue. C'est apparu après dans la pratique clinique. Donc, on reste là pour l'instant au niveau on ne sait pas aller beaucoup plus loin à ce stade. On fait les prélèvements d'hémoculture pour la fièvre typhoïde, etc. Borréliose, oui. Ce sont toutes une série de choses qu'on doit avoir en tête. Il y en a encore d'autres. Mais borréliose, c'est vrai qu'on pourrait le distinguer aussi avec la goutte épaisse pour voir les spirochètes dans la. Mais on n'a pas vu de spirochètes de Borrelia. Donc, elle ne va pas mieux. Et donc, on l'avait vu le premier jour en consultation externe. Le lendemain, elle téléphone, elle ne va pas mieux, elle se sent un peu plus dyspnéique. On l'admet à l'hôpital le lendemain. Et évidemment, je pense qu'on est tous d'accord, on va commencer un traitement empirique, qui en l'occurrence était la ceftriaxone. Mais c'était empirique, on ne sait pas encore ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas. Et alors, sur ce traitement, je ne sais pas si c'est lié au traitement, mais en tout cas, au même moment, plus ou moins, elle développe un rash. Non, ce n'est pas le même moment, c'est le jour suivant. Et c'est vrai qu'elle se dégrade un peu, finalement. Elle développe un rash, elle reste dyspnéique, et elle devient un peu confuse. Okay, elle aura un scanner cérébral, elle aura une ponction lombaire qui s'avère normale. Entre-temps, après 2 jours, 1 jour ou 2, les hémocultures reviennent négatives. On reste toujours avec une patiente qui ne va pas très bien et on décide d'associer à la ceftriaxone de la doxycycline, qu'elle ne tolère pas tout à fait bien au niveau digestif et finalement, on passe à l'azithromycine. On va voir pourquoi on a choisi cette association-là. Et là, elle va vraiment vite, beaucoup mieux. Je pense que le lendemain, le surlendemain, elle va mieux. Elle quitte l'hôpital après 10 jours. On ne sait toujours pas ce qu'elle a eu, mais elle est guérie. En tout cas, elle est guérie. Donc, là, évidemment, c'est le genre de patient qu'on veut revoir pour aller un peu plus loin dans le diagnostic. Quand on la revoit 10 jours après la sortie de l'hôpital, j'ai un petit typo, mais elle a encore des sortes de scotomes au niveau visuel et elle signale étonnamment un peu de perte d'audition. C'est une femme jeune, hein, du côté de gauche, un petit peu bizarre. Mais on obtient dans l'intervalle toute une série de sérologies. On avait demandé un panel, c'était le grand complet, comme on pourrait dire. Et finalement, c'est la rickettsia typhi qui revient nettement positive, plus de 1 sur 1000, comme vous voyez. Et on avait la sérologie de départ, on n'avait pas initialement, mais qu'on a obtenue dans l'intervalle, où on voit clairement une augmentation de plus de 4. Donc là, on a vraiment un diagnostic confirmé d'infection à rickettsia typhi. Rickettsia typhi, c'est finalement l'agent de ce qu'on appelle le typhus murin. C'est une rickettsiose, en fait, hein, rickettsia, selon le nom l'indique. Là, on a commencé à utiliser les tests, à développer des tests PCR pour les rickettsie dans notre laboratoire. Donc, ça a été une excellente patiente pour faire les premiers tests. Et on a aussi mis en évidence le rickettsia du groupe typhus. Je vais développer ça un petit peu plus tard. Toutes les autres sérologies, on a par exemple, Borrelia, il n'y a pas vraiment de sérologie, mais leptospirose, enfin, toutes les autres sérologies sont tout à fait négatives. Les cytomégalovirus et ces choses-là. Donc, on a à faire vraiment un diagnostic. Alors, est-ce que c'est fréquent, le typhus murin? Pas vraiment, ce n'est pas une maladie très grave. Enfin, ce n'est pas une maladie très fréquente chez les voyageurs, mais ça existe de temps en temps. Ça peut se présenter de manière sévère, comme chez notre patiente. Et là, c'est une revue rétrospective d'un groupe du professeur Raoult. Vous n'êtes pas très loin, là, le professeur Kogan. Donc, qui a vraiment bien caractérisé cliniquement 32 patients avec un typhus murin. Et on voit qu'on parle toujours un petit peu de cette triade classique, fièvre, rash et maux de tête, encore que c'est une triade classique, pas spécialement pour la rickettsia, parce qu'on pourrait faire un peu pour la langue, peut-être même pour certaines leptospiroses, etc. Donc, cette triade classique n'est peut-être pas si utile que ça. Vous voyez qu'il y a quand même toute une série dans cette petite série, enfin, cette série de 32 patients, ce n'est pas une petite série. Quelques patients qui développent des confusions, des chocs septiques et même des myocardites. Donc, c'est parfois une maladie sévère. Et donc, il ne faut pas la louper, quoi. Donc, là, ce sont quelques publications où on voit des typhus murins qui sont quand même
avec des complications extrêmement sévères, avec parfois des défaillances multi-organiques. En fait, quand on parle des rickettsia chez les voyageurs, nous, ce qu'on voit essentiellement, c'est le fameux l'African Tick-Bite Fever. Donc, c'est on appelle ça c'est une rickettsia du Spotted Fever Group, qui donne, c'est la toute grande majorité des diagnostics de rickettsia qu'on fait chez les voyageurs, essentiellement qui reviennent d'Afrique, c'est ce groupe Connery africain, qui va donner un rash, et vraiment un rash un petit peu vasculitique. C'est d'ailleurs une sorte de vasculite infectieuse, la rickettsia. C'est une bactérie qui va pénétrer dans les cellules endothéliales, qui va provoquer des microthromboses qu'on voit bien au niveau cutané, mais qui peut parfois donner des complications graves si ça atteint d'autres organes nobles, on va dire. Nous, on a affaire au groupe typhus. Il y a deux pathogènes importants dans le groupe typhus. Un qu'on ne voit plus jamais, c'est le typhus Rickettsia prowazekii qui provoquait le typhus épidémique historique. Mais celui qu'on peut voir parfois, qui est endémique, qui est transmis par des puces de rongeurs, de rats, etc. Vous voyez que parfois on en voit dans notre expérience et dans une plus grosse étude qui a été menée par GeoSentinel. Il y a quelques cas. Et alors le troisième, c'est le fameux scrub typhus. En français, on dit typhus des broussailles. Le scrub typhus est beaucoup plus utilisé. Et là, le nom, c'est une rickettsia. Ce n'est pas une rickettsia, c'est un germe un petit peu voisin de rickettsia qu'on appelle Orientia tsutsugamushi fever. C'est assez exotique, évidemment. Et comme son nom l'indique, c'est essentiellement ou quasiment exclusivement vu chez des patients qui viennent d'Asie. Alors, nous, ce qu'on voit le plus souvent, et c'est un peu ce qu'on appelle le pattern recognition. C'est vraiment, quand on en a vu un ou deux cas, c'est relativement facile à diagnostiquer. C'est vraiment ce patient qui vient essentiellement d'Afrique australe, qui fait un safari et qui va avoir une sorte de tache noire nécrotique, que vous voyez bien ici, qui est vraiment le champ d'inoculation. C'est là que ces rickettsia sont transmises par des tiques. Il y a une inoculation locale, une nécrose locale. Parfois, il y a plusieurs taches noires, puisque plusieurs tiques peuvent. Parfois, c'est bien caché, c'est au niveau du scrotum, c'est sous le creux axillaire. Il faut quand même bien examiner le patient pour les voir. Donc, il y a cette fièvre, et il y a souvent quand même cette sorte de rash associé qui n'est pas très. On voit un peu chez ce patient. Un sort de rash secondaire. Donc, la présence d'un ulcère, d'un eschar cutané, ou la présence j'ai mis 2 fois c'est skin rash normalement le deuxième, sont quand même des bons prédicteurs. La présence d'une tache nécrotique, c'est vraiment quasiment pathognomonique de la rickettsiose, African Tick-Bite Fever. Le rash, évidemment, il y a d'autres maladies qui le donnent, mais enfin, c'est aussi un prédicteur clinique qui est très intéressant. En réalité, la plupart du temps, c'est un diagnostic clinique. Alors, si on regarde un peu le problème des fièvres, je pars de ce cas-là pour un petit peu élargir. On considère que 50% des voyageurs en pays tropicaux vont développer une maladie, mais la plupart du temps, ce n'est pas très grave, ce sera souvent une diarrhée d'ailleurs. 5 à 15% vont quand même être suffisamment malades pour chercher un docteur pendant le voyage ou au retour. Et on a à peu près 5 à 10% des voyageurs qui reviennent de régions tropicales ou qui, pendant le séjour ou au retour, vont développer de la fièvre. Donc c'est quand même quelque chose qu'on voit régulièrement dans les consultations des cliniques de voyage, par exemple, comme chez nous à Anvers. Et en fait, finalement, quand on regarde GeoSentinel, évidemment, c'est une sorte de réseau global de cliniques du voyage dans le monde entier, surtout nord-américain et européen. Mais disons, grosso modo, 20 à 25% des consultations en clinique du voyage de patients qui reviennent malades d'un voyage c'est lié à la fièvre. Donc, c'est quand même une présentation fréquente, un problème fréquent qu'on rencontre en clinique du voyage. C'est probablement plus bas chez des médecins généralistes, c'est probablement un peu entre les deux dans les services d'urgence des hôpitaux urbains, comme ici par exemple. Alors, c'est impossible de lire j'aime bien montrer cette diapositive parce que c'est un peu la diagnostic différentielle des fièvres chez les voyageurs autour des tropiques, mais c'est impossible à lire, donc je ne vais pas vous obliger à lire tout ça, c'est trop petit, mais il y a bien entre 50 et 70 pathogènes différents qu'il faudrait avoir en tête, c'est quasiment impossible, à moins d'avoir un cerveau de type computer, mais ce n'est pas possible de tout retenir. Alors, on a conduit une étude à Anvers, maintenant, il y a entre 2000 et 2006, donc plus de 2000 patients qui ont été inclus prospectivement. On a cherché les étiologies des fièvres. Et en même temps, au moment où on a publié l'expérience d'Anvers, à peu près en même temps, il y a une publication de GeoSentinel beaucoup plus importante avec plus de 5000 voyageurs. Ceci dit, ça a montré à peu près les mêmes choses. C'est la bonne nouvelle pour nous aussi. Donc, beaucoup de cas de malaria en première cause de fièvre chez les voyageurs revenant des tropiques, c'est la malaria, un petit peu moins dans l'accord de GeoSentinel. Mais finalement, après ça, ce sont des maladies respiratoires fébriles,
C'est pas vraiment exotique, c'est pas vraiment tropical. Il y a des influenza, maintenant il y a le Covid. Ensuite, les entérites bactériennes, donc c'est les fameuses diarrhées du voyageur, mais les plus sévères, celles qui donnent de la fièvre. Toutes les diarrhées du voyageur ne donnent pas de fièvre, mais les diarrhées plus entéro-invasives peuvent donner de la fièvre, donc on les a retrouvées ici. Et puis finalement, souvent, on a des infections cutanées, des piqûres d'insectes qui se surinfectent, des abcès, des cellulites, des érysipèles, des ecthymas. On a quand même dans cette série, et les deux séries concordent relativement fréquemment, des infections urogénitales. Alors, on va dire que les infections urinaires ne sont pas vraiment liées au voyage, probablement pas. Les infections génitales, par contre, ça, on sait maintenant qu'un voyage est un facteur de risque pour toutes ces pathologies sexuellement transmissibles, comme le VIH, la syphilis, qui peuvent se présenter sous forme de maladie fébrile. Et finalement, la deuxième, dans l'expérience qu'on avait, la deuxième cause de fièvre tropicale, c'est la dengue, bien loin après la malaria. Et la troisième, la fièvre typhoïde. Donc, c'est un petit peu, ça vous donne quand même un peu une idée, une gradation un peu des risques. Vous voyez, la fièvre typhoïde, c'est 1% à 2% des gens qui reviennent avec la fièvre. C'est là, c'est pas extraordinairement fréquent non plus. Il y a beaucoup de choses avant. Alors, on a fait beaucoup de recherches, on a fait beaucoup de tests sérologiques, on voyait les gens de foie, etc. Et il y a quand même 20 à 25% des cas où on ne trouve pas de cause, mais ce sont des maladies qui se résolvent spontanément, on ne trouve pas la cause. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'étude Géosentinelle, qui était tout à fait indépendant de ce qu'on faisait à Anvers, ils ont à peu près la même proportion d'étiologie inconnues. Alors, maintenant, peut-être plus intéressant par continent, je pense que c'est ça quand même dans l'approche d'un voyageur, d'où vient-il, de quel continent vient-il? Quand on vient d'Afrique, vraiment de loin, 30-35% des causes de fièvre sont liées à la malaria, qu'elles soient dues au falciparum ou aux espèces non falciparum qui existent aussi, qui sont moins graves. Tandis que vous voyez que si on regarde en Asie ou en Amérique latine, c'est quand même beaucoup plus rare à l'heure actuelle. C'est pour ça que ce n'était pas étonnant que ma patiente n'ait pas de malaria, que ça devient quand même, certainement un falciparum devient rare grâce aux efforts de contrôle qui existent dans ces pays-là. Par contre, si on regarde un voyageur qui vient d'Asie ou d'Amérique latine, plus fréquemment que la malaria, ce sera la dengue qui sera diagnostiquée dans notre expérience et dans toutes les grandes séries. Vous voyez, 10 à 15% des patients fébriles sont diagnostiqués avec une dengue. Regardez quand même que la fièvre typhoïde est un diagnostic important en retour d'Asie. C'est vraiment les régions, l'Inde, l'Asie du Sud-Est sont hyper endémiques pour la fièvre typhoïde. Donc là, il faut vraiment y penser. Dans le cas de ma patiente, c'était vraiment quelque chose qu'on avait en tête. Et vous voyez, on a parlé des infections, des rickettsiosis. C'est surtout diagnostiquer ce fameux African Pig Bite Fever, cette rickettsiosis spotted fever que je vous ai montré. C'est surtout ça qu'on voit au retour d'Afrique. Et vous voyez qu'on ne voit pas souvent ça non plus au retour d'Asie ou d'Amérique. Ce qu'on voit aussi au retour d'Afrique et qui donne une maladie fébrile relativement fréquente, c'est la schistosomiase aiguë, mais j'en dirai 2 mots après si on a le temps. Quand on aborde un patient avec un voyageur fébrile, le type de voyageur est important aussi. Parce que maintenant, on a plus 4 grands types de voyageurs. Il y a les voyageurs touristes classiques, il y a les expatriés, les gens qui vivent là-bas longtemps et puis qui reviennent de temps à autre. Et puis, il y a cette proportion de plus en plus importante de voyageurs qui sont des gens qui sont nés en Afrique, qui sont nés dans des pays tropicaux, qui sont établis en Europe et puis qui retournent régulièrement voir leur famille ou leurs amis. Et là, c'est un groupe à risque particulier, on va le voir. Et puis, on a aussi les migrants, les voyageurs de l'étranger qui peuvent se présenter aussi avec de la fièvre à des cliniques de voyage. Donc, on voit quand même que rickettsiosis, dengue et schistosomiase, c'est ce qu'on voit chez les voyageurs non humains. Les personnes qui sont nées en Europe vont pouvoir se présenter. Les autres, on ne voit quasiment pas ça chez les autres. Donc, le type de voyageur est important dans votre approche, dans votre démarche diagnostique. Par contre, l'entérite bactérienne fébrile, on le voit aussi beaucoup plus chez un voyageur européen que chez un VFR. VFR, ça veut dire Visiting Friends and Relatives. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans la pathologie du voyage, dans la médecine du voyage à l'heure actuelle. Donc, c'est ce groupe de voyageurs dont je vous ai parlé qui ont des risques un peu différents, des immunités aussi un peu différentes. Par contre, la malaria, c'est finalement relativement rare chez les touristes classiques qui prennent souvent bien qui vont de manière courte, dans des bonnes conditions et qui prennent bien leur prévention. Mais par contre, vous allez voir ça beaucoup plus chez les expatriés qui ne prennent plus de prévention depuis longtemps ou chez justement ce groupe de voyageurs qui pensent qu'ils ont été exposés à la malaria à leur enfance, donc plus rien ne peut leur arriver maintenant, ne prennent pas de prévention, comme je pense vous savez. Et alors, bien entendu, quand on parle des visiteurs étrangers, il faut bien entendu, face à une fièvre, davantage penser aux problèmes de VIH et de tuberculose, comme vous imaginez. Une troisième chose importante dans la démarche diagnostique,
dans le premier mois qui suit un retour de voyage, là, vous avez à peu près tous les diagnostics différentiels possibles. Donc, c'est le moment où c'est le plus compliqué, le plus critique. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à penser. Au-delà, il reste au deuxième mois, troisième mois après le retour, il reste quelques maladies tropicales, essentiellement la malaria. Et au-delà de 3 mois, ça ne sert à rien. Si quelqu'un fait de la fièvre 4 mois après un séjour tropical, il ne faut pas commencer à faire d'innombrables tests diagnostiques. Il faut surtout cibler la malaria, surtout la non-falciparum, qui est encore possible, pour se déclarer des mois après un retour, mais vous n'allez presque plus avoir aucun autre donc les pathologies tropicales. Ne commencez pas à faire des démarches diagnostiques très coûteuses. Par contre, il faut être plus vigilant et critique avec ce qui arrive plus tôt. Alors, dans notre expérience en VERS, avec plus de 2000 patients, on a quand même eu 27% d'admission, mais il y avait beaucoup de cas de malaria falciparum, comme vous avez compris. 2% quand même se trouvent aux soins intensifs, 43 patients. On a quand même eu 9 décès sur 6 ans chez des voyageurs. Et 5 décès dus à des causes tropicales étaient finalement dus à falciparum. Donc, tous les décès de cause tropicale, c'était uniquement Plasmodium falciparum. Évidemment, on a un peu une sorte de biais. On a eu des patients très gravement malades qui ont été transférés, comme on a un petit peu le centre de référence. Donc, on a probablement un chiffre un petit peu excessif par rapport à la mortalité normale. Mais vous voyez que le reste, ce sont des maladies cosmopolites, des septicémies, chez un patient VIH, ou bien des causes non infectieuses. Je me rappelle une patiente qui est revenue de Bolivie avec de la fièvre, et finalement, elle avait une leucémie aiguë, et elle est décédée peu de temps après. Mais ce n'était pas une cause infectieuse. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les fièvres de cause inconnue, personne n'est mort. Donc, on n'a loupé aucune maladie. Si vous avez une démarche diagnostique de bon sens, avec les différents tests et les maladies, personne ne meurt d'une maladie mystérieuse que personne n'a trouvée. Ce sont des maladies self-limiting, virales ou bactériennes peut-être. Donc, c'est plutôt rassurant. Alors, vous allez me dire, oui, tout ça, c'était il y a 20 ans, hein, 2000, 2006, on est en 2022. OK, donc j'ai recherché il y a une méta-analyse des revues systématiques récentes publiées récemment par nos collègues suisses. Et en fait, ça montre à peu près la même chose. Il n'y a pas de grand changement par rapport à il y a 20 ans. Donc là, ce sont toute une série d'études prospectives suivantes qui ont été intégrées dans cette analyse. La seule chose peut-être que je signale, c'est que par rapport à ce que je vous ai dit, on a l'impression quand même de voir de plus en plus de cas de leptospirose, essentiellement chez les voyageurs d'Asie et d'Amérique latine. Et vous voyez, l'Amérique latine, c'est quand même presque une des premières causes. Ce qu'on n'avait pas, nous, spécialement vu, je dirais, il y a une vingtaine d'années. Il y a quelque chose qui a l'air de changer. On fait peut-être mieux le diagnostic, ou peut-être qu'il y a davantage quand même de leptospirose qu'avant. Ça, je pense que c'est un diagnostic à avoir aussi en tête. Alors, plus récemment encore, maintenant, dans les études sur les fièvres et les maladies fébriles, on a tendance à diviser un peu entre les gens qui ont des fièvres, mais avec un foyer bien clair, une infection respiratoire, une infection cutanée. On les met un peu à part, les diarrhées du voyageur. Et alors, le côté un peu plus sérieux des fièvres sans point d'appel, on va dire, hein, la fièvre undifferentiated fever en anglais, où là, c'est plus compliqué. Il y a la malaria, il y a toutes les séries d'arbovirose. Voilà, c'est trop petit, évidemment. Mais si vous regardez plus en détail, vous voyez que les arboviroses, donc ces virus transmis par des moustiques, essentiellement des tiques parfois, hein, par des arthropodes, bah, c'est plus fréquent à l'heure actuelle que la malaria dans la fréquence des diagnostics. Alors, oui, les maladies, dans ce groupe-là, on a davantage aussi de maladies d'étiologie indéterminée, mais ce sont vraisemblablement les maladies virales et on ne les connaît peut-être pas encore toutes. Alors, dans les tendances lourdes au niveau des voyageurs, comme je vous l'ai dit, on voit de plus en plus, ça c'est une étude sur 20 ans des sites européens du Sentinel, et vous voyez qu'il y a surtout une augmentation importante des VFR, et donc ça a un impact sur la démarche diagnostique. De plus en plus de gens qui sont établis vont voyager. Bon, il y a eu un petit peu un coup d'arrêt avec le Covid, mais ça va reprendre. Et des migrants, comme vous le savez aussi. Donc ça, je pense que c'est important. Ça modifie un peu le spectre étiologique des maladies. Et alors, l'autre chose importante, c'est qu'il y a de plus en plus d'arboviroses, parce qu'après la dengue des années 2000-2010, elles sont apparues, comme vous le savez, des épidémies, des pandémies même de chikungunya, puis de Zika. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et en plus, donc ça se diversifie, ça augmente. Donc c'est de plus en plus, ce sera de plus en plus. La malaria reste stable, voire diminue un petit peu, encore qu'on voit réaugmenter ces derniers temps. Là, les arboviroses augmentent clairement et se diversifient. On va voir des West Nile, on va voir des Rift Valley peut-être un jour. Enfin, il y a beaucoup d'autres arboviroses. Vous voyez la liste ici qui n'est pas exhaustive. On attend le Young, qui va peut-être. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont de zoonoses qui existent, qui circulent. Il n'y a pas de raison qu'un jour ou l'autre ça n'apparaisse pas. Parfois, il y a des choses rarissimes. Bon,
bon, je ne vais pas trop insister, des maladies nouvelles ou anciennes qu'on ne connaissait plus, comme la fièvre, la borréliose, la fièvre relapsing fever, la fièvre récurrente à Borrelia, transmise par les poux, qu'on a vu chez les migrants en Italie avec des épidémies. Et puis, bien entendu, vous avez connu le Covid, qui était au départ une maladie exotique du Chine, avant de devenir une pandémie. Voilà, j'ai mis simplement ces dias, on ne va pas les commenter maintenant, mais c'est une très bonne revue, un article de revue dans le New England Journal of Medicine, avec toutes les étiologies possibles et les incubations. Enfin, c'est une source d'information extrêmement intéressante. Si vous avez un jour un cas très compliqué, vous pouvez soit regarder cet article, soit passer un petit coup de fil à l'Institut pendant la garde. Bon, c'est la prise en charge qu'il propose. Bon, on peut dire que c'est un petit peu compliqué. Mais je vous la mets quand même pour information. C'est quand même paru dans le New England, donc voilà. C'est presque la Bible. Enfin, ce n'est pas le plus simple à utiliser. Je pense qu'il y a quand même des choses plus simples. Alors nous, on aime bien utiliser à l'Institut des panoramas, c'est ce qu'on utilise avec nos étudiants. Ce sont des diagnostics, des paysages diagnostiques, on appelle ça. Donc on met la fièvre chez le voyageur comme syndrome. Alors j'insiste en rouge sur le falciparum malaria qu'on doit détecter et exclure en premier, ne pas oublier les autres formes de malaria aussi. J'ai mis alors ce que vous devez retenir, je pense, comme médecin de première ligne dans des services d'urgence, etc., comme la fièvre typhoïde, bon, la schistosomiase aiguë, la dengue. À la dengue, je pense maintenant on doit rajouter le chikungunya et le Zika. C'est des présentations assez similaires, malheureusement. Et puis, il y a d'autres choses. Hein. Il y a les maladies cosmopolites que vous ne devez pas oublier. Il y a les causes infectieuses, on l'a vu. Et puis, il y a toute une série de maladies, d'autres maladies tropicales, mais que on ne peut pas tout connaître. On doit aller chercher, il faut un petit peu réfléchir ensemble quand on a ce Alors, j'ai mis aussi un panorama pour le sepsis. Peut-être c'est un peu plus important encore pour un patient qui deviendrait gravement malade avec un dysfonctionnement d'un organe noble. Bon, c'est à peu près les mêmes, hein, mais falciparum malaria encore plus. La dent peut se présenter de manière compliquée, parfois avec un choc ou des saignements, donc ça fait un tableau septique. On a vu que les rickettsiosis, certaines rickettsiosis pouvaient être compliquées. Ce n'est pas toutes des rickettsiosis relativement, pas banales, mais enfin relativement modérées, comme la African Tick Bite Fever, mais parfois on a vu cet exemple avec la patiente que je vous ai présentée au début, qui est quand même assez malade et assez inquiétante quand elle a été admise, la fièvre typhoïde évidemment. Et dans les autres maladies tropicales, alors c'est vrai qu'il y aura la leptospirose, il y aura peut-être les fièvres récurrentes, il y a la myéloïdose, la peste, la liste est interminable. Je pense quand même que je mets en rouge, malgré tout ce risque, ça dépend d'où le patient vient, des fièvres hémorragiques virales, hein, qui n'est pas... Bon, la dernière épidémie en date, c'est en Ouganda, elle est en train de se terminer, mais beaucoup de touristes vont en Ouganda. Hein, donc voilà, quand on est face à des voyageurs, on doit malheureusement se préparer au plus sévère parfois. Et pour les autres maladies cosmopolites, quand je pense aux pneumonies ou à d'autres choses, l'autre problème, c'est que si ces patients ont été pour une raison ou une autre hospitalisés, qui ont souvent reçu des antibiotiques un petit peu erratiques, il y a aussi ce problème de résistance antimicrobienne. Et c'est assez régulièrement des patients fébriles, transférés, évacués d'un hôpital du tiers-monde, peuvent parfois avoir des superbugs, des bactéries extraordinairement résistantes. Et c'est important aussi à tenir compte de ça dans l'approche diagnostique et l'approche empirique surtout, hein, de l'antibiothérapie empirique. Donc, la fièvre, c'est quand même un fréquent symptôme. Je vais terminer par là. Chez les voyageurs, il y a quand même certaines de ces maladies fébriles qui peuvent devenir vraiment vite graves. Et il n'y a pas que la malaria, il y en a quelques autres. Il y a quand même une série de choses importantes dans la démarche, à la fois le type de voyageur, le temps d'incubation, le continent visité, plus une série d'autres éléments cliniques ou laboratoires que je peux développer plus tard si vous le souhaitez, qui aident quand même à l'approche diagnostique. Et je pense que le message important reste malgré tout, un patient avec une maladie fébrile et une incubation relativement courte, soyez prudent assez vite. Maintenant, je pense que ça devient quand même un bon réflexe chez les médecins, mais en plus forte raison. Il peut avoir des bactéries résistantes, il peut avoir parfois quelque chose de très pathogénique. Donc, ayez un seuil bas pour isoler et pour vous protéger au moment où vous allez devoir examiner ce patient. Jusqu'au moment où vous savez que c'est une malaria et alors vous pouvez être plus relax. Mais au tout début, restez prudent, c'est important. Et n'hésitez pas à demander un avis spécialisé par téléphone, un tour une garde, parce qu'on ne peut pas toujours penser à tout. Voilà, je ne sais pas, je peux m'arrêter maintenant s'il y a des questions. J'avais quelques diapositives en plus où je peux revoir
certaines de ces pathologies plus fréquentes, mais là, ça prendra encore 10 minutes, un quart d'heure, peut-être avoir des questions. Merci Emmanuel. Jean, tu gères la discussion dans la salle, là? En duplex. On peut peut-être enlever le partage d'écran, comme ça on verra les gens qui se manifestent. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. Bien, moi je travaille ici au labo. Ma question ne va pas être en rapport avec le séminaire, pas directement. Souvent, on a des demandes de sérologie diverses, variées. Donc, il fut un temps où il ne pouvait plus avoir une femme enceinte qui chauffait sans qu'on nous demande de Zika. Et donc, je voulais savoir, puisque nous on sous-traite tout ça chez vous, est-ce que vous avez une idée de la proportion de tests positifs que vous avez dans vos sous-traitances? Je demande ça parce que on n'a pas, idéalement, on devrait analyser chaque sous-traitance, téléphoner aux confrères. Je me souviens d'un cas ici, et je regarde Jean, où on nous demandait une maladie tropicale pour une patiente admise à l'USI qui était là depuis 3 mois et qui était venue à l'USI de Cavel à l'époque directement de son appartement qu'elle n'avait plus quitté depuis des années. Et tu te souviendras de ça. Et donc, mais on n'a pas le temps de tout regarder. Mais donc, est-ce que vous avez une idée du nombre de résultats, enfin, d'analyses que vous faites quelque part, finalement, pour rien? Cette question-là précise, je ne peux pas répondre, parce qu'il faudrait que je demande à ma propre laboratoire, à Marianne Wolensburg, etc. Elle pourrait vous donner, évidemment, on a, ce qui arrive, les échantillons sont extrêmement biaisés, il y a déjà eu une première, beaucoup de filtres. Ce qui est vrai, c'est que le problème de la maladie, je parle ici de maladies fébriles chez un voyageur, c'est qu'en effet, on a l'impression, on n'a pas l'impression, il y a énormément d'étiologies possibles. Ceci dit, il y en a quand même quelques-unes qui sont beaucoup plus fréquentes que d'autres, comme on l'a vu. Au-delà d'1%, on va dire, c'est pour moi fréquent, c'est au-delà d'1%. Bon, la fièvre typhoïde, c'est une hémoculture, la malaria, c'est une goutte épaisse, la rickettsiosis en général, c'est un myocite clinique. Il y a peut-être que la dengue, on pourrait dire, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas… Et alors, entre-temps, on a quand même ce test antigénique de la dengue qui est plus utile en phase aiguë. Donc, finalement, dans la partie vraiment aiguë, comme souvent, la sérologie, enfin, si on vous demande des sérologies farfelues, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a alors après, comme ce genre de cas où on essaie de savoir après coup. Alors, une femme enceinte qui ferait de la fièvre et qui reviendrait d'une région tropicale, là, je comprends qu'on demande le Zika. Ça, oui. Parce qu'en effet, vous connaissez cette crise de phototoxicité. Mais non, je pense qu'on demande relativement peu de sérologie globalement, en tout cas en phase aiguë. On réfléchit un peu plus quand on revoit le patient 2-3 semaines après qu'il est guéri, mais qu'on n'a pas compris ce qu'il a eu quand il va mieux. Mais de toute façon, c'est relativement ciblé, à part quelques cas comme ici, on a été fort large. Alors là, oui, je pense qu'il y a énormément de… Là, je pense que la sérologie, d'une manière générale, reste un examen indirect avec énormément de difficultés d'interprétation, les faux positifs, les faux négatifs. C'est parfois utile, mais très, très difficile à manipuler. On pense qu'on va tout résoudre avec des tests sérologiques et on a… Même dans ces dengues, maintenant, dans ces sérologies de dengue, on a des faux positifs, des gens qui ont été vaccinés contre la fièvre jaune, des gens qui sont vaccinés pour l'encéphalite attique européenne. Enfin, il y a des réactions croisées. Donc, il n'y a pas que les faux négatifs au début, il y a les faux positifs aussi, des gens qui reçoivent toute une série de vaccinations qui rendent tout très compliqué. Donc, le bonheur d'un clinicien, c'est d'avoir le plus de tests directs possibles où on montre le pathogène et pas la réaction immunitaire plus ou moins floue qu'il y a eu après. Mais bon, ça, c'est un… Donc, je ne pas répondre à votre question. Je suis d'accord que c'est probablement souvent un peu inutile. Très souvent. Vas-y, Jean. Moi, j'avais une petite question sur le plan thérapeutique. Tu montres bien la prévalence de ces différentes pathologies. Est-ce que ce serait une raison suffisante pour changer notre traitement empirique quand on a un patient qui vient avec de la… C'est également une de mes questions d'un point de vue pragmatique. Bon, la goutte épaisse, on l'aura rapidement, mais une fois que c'est négatif,
que faire? Donc, l'exemple que tu as montré, on a mis sur ceftriaxone, on aurait pu être plus large à ce moment-là? Oui, oui, enfin bon, c'était il y a une dizaine d'années. Bon, je pense que la ceftriaxone reste probablement le premier choix, sauf il y a bon, maintenant, il commence à voir si elle avait été vraiment plus sceptique, parce qu'elle n'était pas non plus en choc, etc. Mais il y a la mélioïdose qui est malheureusement une des possibilités rares qu'on voit plutôt chez les patients diabétiques après un séjour en Asie. Et la mélioïdose, malheureusement, la ceftriaxone n'est pas très efficace. Il faut vraiment aller au méropénème. Donc, il y a quelques pathologies infectieuses exotiques où on doit être plus large. Ça aurait peut-être pas été spécialement une erreur dans ce cas-ci. Mais je pense que la ceftriaxone, pour l'instant, reste un bon choix. Il y a une épidémie de fièvre typhoïde résistante à la ceftriaxone au Pakistan. Donc vous auriez un patient gravement malade qui vient du Pakistan. Je ne prendrai pas la ceftriaxone en premier choix. Mais bon, c'est rare, hein, des patients qui viennent du Pakistan. Enfin, bon, ce n'est pas une raison, ils doivent être bien soignés aussi. Et alors, il y a ce côté un peu des germes, un peu d'un patient qui aurait déjà eu un parcours de soins. Ça, je pense que c'est plus important. Mais ça, on le ferait aussi probablement en Belgique. Un patient qui aurait déjà eu un parcours de soins, qui serait évacué en avion après un séjour dans un hôpital, là, il faut probablement être aussi plus large au moment où le patient vient et qu'il est très, très gravement malade. Je pense que la ceftriaxone est un bon choix, va couvrir les fièvres typhoïdes encore dans la plus grande majorité, beaucoup d'autres pathologies cosmologiques, va couvrir la leptospirose, va couvrir les borrélioses, va couvrir peut-être le syphilis, que sais-je. Mais le seul trou, c'est vraiment la rickettsiose. C'est pour ça que j'ai présenté ce cas. Là, la ceftriaxone ne marche pas sur la rickettsiose. Donc là, il faut penser à un antibiotique avec une visée intracellulaire. La doxycycline est probablement un médicament miracle qui a probablement sauvé cette patiente. Enfin, la doxycycline ou l'azithromycine. On utilise d'ailleurs souvent l'azithromycine chez un patient qui reviendrait d'Asie, chez qui on n'a pas, mais qui n'est pas très gravement malade, parce qu'alors, avec l'azithromycine, on couvrirait à la fois ces rickettsioses un peu asiatiques et la fièvre typhoïde aussi. Parce qu'on peut donner l'azithromycine pour les fièvres typhoïdes non compliquées. Mais donc, en première intention, empiriquement, tu ne mettrais pas ceftriaxone plus d'oxycycline ou plus azithromycine? Non, sauf patient gravement malade avec des risques quand même. Là, elle avait quand même beaucoup de... On aurait dû peut-être mettre de l'oxycycline d'emblée. On a mis la doxycycline le deuxième jour. Bon, pas spécialement moi qui était... Enfin, bon, voilà. Mais le lendemain, elle n'allait pas mieux, elle se détériorait, là, il faut à un moment donné. Il y a toujours un cas qui circule dans la médecine du voyage d'une infirmière suisse qui est décédée d'une rickettsiose que personne n'a pensé au diagnostic. Une jeune infirmière qui est revenue gravement malade, mais c'est déjà 20 ans, hein, mais ça a traumatisé tout ce pays, et on en parle encore beaucoup. Et personne n'a pensé à mettre une doxycycline en plus à un moment donné, et qui aurait peut-être sauvé la patiente. Donc voilà, je pense que le seuil pour quelqu'un gravement malade, avec une exposition, d'ajouter la doxycycline, là, je pense, c'est pas avec ça que vous allez mettre le financement INAMI en péril. Peut-être sauver une fois. J'ai 100 ou 200. J'ai un petit commentaire. J'ai bien apprécié le fait que tu insistes sur le fait qu'il fallait penser à des bactéries multirésistantes pour les gens qui avaient été hospitalisés dans ces pays-là. Parce que c'est ce qu'on a vécu, effectivement. Il y a un usage immodéré d'antibiotiques à large spectre dans beaucoup de ces pays. Et quand les patients sont retransférés ici, ils arrivent avec des véritables bombes dans leur microbiote. Ouais. Oui, et souvent, même parfois, les gens voyagent, font un peu de diarrhée, ils prennent leur azithromycine, parce que bon, diarrhée égale azithromycine, c'est pas tout à fait aussi simple normalement. Donc, ils ont déjà commencé un peu à sélectionner. On voit quand même qu'après, on voit très bon de l'eau très vite des bactéries intestinales résistantes quand on a pris simplement un jour d'azithromycine, ça va très vite. Précisément, donc tu avais précisé que tu te focalisais sur les tropiques et pas quelqu'un qui serait fébrile en revenant de Blankenberg. Mais mon commentaire, c'est que les tropiques sont en train de remonter parce que les moustiques remontent, et en particulier dans le sud de l'Europe, la Provence en particulier, autour de Marseille, sans que Didier Raoult en soit directement responsable. Les moustiques sont là. Et donc, je lisais qu'il y avait quand même des cas de dengue qui revenaient de ces régions-là. Autrement dit, dans l'anamnèse à faire aux urgences, ou quand on se retrouve face à un patient fébrile, il ne faut pas se contenter de demander s'il était en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique. Vous avez vu aussi une augmentation des
des cas venant de ces régions plus proches, ou bien ils n'arrivent pas chez vous finalement? Je pense en effet, non, c'est tout à fait d'accord avec cette remarque. Je pense qu'on doit s'habituer à se dire que le sud de l'Europe va devenir de plus en plus tropical. Et il y a clairement, chaque année à l'heure actuelle, quasiment, une épidémie de dengue au sud de la France, en Croatie ou en Espagne, un cluster de chikungunya en Italie, chaque année maintenant. Même des Zika, il y a eu des Zika autochtones dans le sud de l'Europe l'année passée. Donc, je pense qu'on va vraiment changer le mindset et aussi poser la question, certainement en été. On a la chance que le vecteur albopictus, la Aedes albopictus, n'est pas un très bon vecteur de la dengue, mais on a des micro-épidémies de plus en plus fréquentes dans le sud de la France, en effet. Donc, voilà, le voyage, c'est en effet pas toujours trop exotique, c'est parfois plus récent, et certainement en été. Bon, maintenant, il faut, maintenant, je pense qu'on n'aura probablement pas un cas. Et donc, la question, oui, je n'ai pas encore vu de cas de dengue d'Espagne ou de choses comme ça, mais par exemple, on a vu deux cas de virus du Nil occidental acquis en Grèce, qui sont arrivés, après un détour compliqué, jusqu'à l'Institut. Donc, bon, voilà, ce n'est pas non plus une maladie on la connaît chez les voyageurs, mais on ne la connaît pas spécialement autour du bassin méditerranéen, mais c'est en train de se répandre là-bas, dans toute la partie balkanique, Grèce, Balkans, il y a de plus en plus de cas chaque année de West Nile virus. Donc voilà, les moustiques aussi sont. Donc en effet, il va falloir apprendre. C'est pour ça que j'ai quand même une dia où je disais que ces arboviroses augmentaient en fréquence, mais aussi se diversifier et qu'on aura de plus en plus de virus différentes possibles. Docteur Coban, on a droit à 2 questions dans l'auditoire. Oui, bon. C'est amusant, on voit peu de co-infections, comme si les gens qui partaient dans les tropiques, ils se chopaient une maladie, jamais 2, comme s'ils ne pouvaient pas et être mordus et être piqués. C'est exact, ça? Oui, c'est vrai. On a toujours un peu ce fantasme des co-infections et des multiples infections. Je reconnais. Bon, ça reste malgré tout des maladies rares. Donc, avoir 2, par malchance, une dengue et puis une leishmaniose viscérale, c'est quand même vraiment pas de chance. Hein. Donc, c'est pas fréquent. Mais ça doit exister. Et c'est quelque chose qu'on voit davantage, par contre, chez les migrants. Là, on a plus souvent. On peut avoir une schistosomiase, enfin, qui ne donne pas de fièvre normalement, mais ces co-infections. Ça, je pense qu'on a quand même parfois une population plus complexe avec du VIH sous-jacent, enfin, des choses comme ça. Mais chez les voyageurs vraiment touristes, c'est plus dans les pays endémiques, tropicaux, où on a probablement des cas de malaria, peut-être avec une langue qui passe inaperçue, des choses comme ça. Mais ce n'est pas fréquent. Je recherche, on trouverait peut-être quelques cas. Emmanuel, finalement, cette situation, je trouve, est un bon modèle pour faire appel à l'intelligence artificielle, puisque tu as vu, tu nous as dit qu'il y avait potentiellement 70 affections qui pourraient être suggérées dans le diagnostic différentiel large. Mais en intégrant la clinique, la biologie, l'endroit, combien de temps après le retour, etc. Est-ce que vous avez essayé de modéliser ça et avoir des propositions aux cliniciens par rapport à ces différentes caractéristiques cliniques, biologiques et géographiques? Il y a il y a un système expert qui existe qui s'appelle JDO, qui est essentiellement placé, qui collecte surtout l'information épidémiologique de tous les pays. De quasiment tous les millions, c'est un travail énorme. C'est un système qui est payant, qui est assez cher, et qui essaye en effet de produire une sorte de diagnostic différentiel. On introduit une série, le continent, le pays visité, etc. Et on obtient alors une liste. Il y a quand même... Bon, on l'a testé avec nos patients, on avait notre base de données rétrospective avec 2000 patients, on l'a fait, on a testé JDO, on n'a pas trouvé des performances beaucoup plus élevées qu'un clinicien expert, on va dire. Mais bon, clinicien expert. Donc, c'est vrai que cette question d'algorithme ou de système expert, on appelle ça d'aide à la décision clinique, pourrait être intéressant pour des gens qui auraient un peu moins l'habitude d'être confrontés à ces maladies. On a essayé de développer avec un software que le professeur Van den Ende, maintenant il est pensionné, a essayé de développer, basé sur les théorèmes de Bayes et ses calculs. Le problème, c'est que si on veut faire ça, on doit introduire peut-être pas 500, mais une centaine de maladies différentes, chacune avec la fréquence de chaque symptôme, de chaque anomalie de laboratoire.
plus ça a une sorte de bruit de fond, hein, parce qu'il y a des gens qui sont malades. Enfin, une leucocytose élevée n'est pas toujours synonyme de maladie. Hein. On a des gens qui fument. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de choses qu'il faudrait tenir compte, qui interfèrent. Et donc, c'était difficile. Ça a donné, on a introduit les données qu'on avait sur nos patients et on a intégré ça dans le CABISA, qu'on a appelé d'ailleurs CABISA Expert. Et ça a donné d'assez bons résultats. Mais c'est difficile à faire accepter en général par les cliniciens. Enfin, parce que justement, les co-infections ne sont pas bien, ne sont pas dedans, parce qu'il y a beaucoup de bruit, d'interférences d'autres pathologies. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est un rêve. Hein, c'est un rêve et on a déjà essayé de produire quelque chose qui n'est pas encore complètement finalisé, j'ai dit, ou en tout cas peaufiné. Mais oui, c'est intéressant. Mais sans arrêt, on doit introduire des nouvelles épidémies. Hein. Quand on a fait ça, il n'y avait pas le Covid. Enfin, je veux dire, c'est un travail de longue haleine, complexe. S'il y a Ebola en Ouganda, on doit l'introduire. Ce n'est pas dans le système au départ. Il faut être constamment. Non, c'est clair. Non, ça doit être nécessairement dynamique. Hein. L'épidémiologie, comme tu le soulignes, est en train et se modifie, non seulement avec les affaires macro comme le Covid, mais même dans les pays tropicaux, les résistances, parce que là, on peut imaginer le traitement derrière se modifier également. Donc, c'est vrai que c'est complexe, mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Hein. Ça devrait pas. Il faut une conceptualisation très poussée. Ouais. Mais il faut le dialogue entre les cliniciens. Et ça ne peut pas être que comment on appelle ça, des bio-ingénieurs. Il faut, parce qu'à un moment donné, on doit avoir des résultats qui sont quand même relevants cliniquement, pertinents cliniquement. Parfois, on a des drôles de résultats avec ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être un petit commentaire ou une question. Maintenant, je reviens sur l'aspect préventif. Tu as, à l'Institut de médecine tropicale, vous avez développé un site qui est Wanda. Ouais. Est-ce que tu pourrais en dire un petit mot? Oui, il a été développé un peu pendant le Covid, donc il a un petit peu passé pour l'instant sous le radar ou un peu inaperçu, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine où on essaie je vous recommande tout à fait vivement parce que l'information est extrêmement, elle est actualisée, mais je pense qu'elle est extrêmement utile. Pour l'instant, le Wanda est surtout destiné aux voyageurs eux-mêmes, donc comment on appelle ça, les lay people, hein, les gens les voyageurs eux-mêmes. On est en tout cas un petit peu plus long et prend plus de temps de développer un Wanda pour les professionnels de santé. Il y a déjà 2 ou 3 sujets qui ne sont pas encore tout à fait publics. Donc oui, je n'ai pas fait publicité, c'est vrai, mais wanda.be, Wanda, je ne sais pas dire d'où ça vient, il y a une raison, mais ce n'est pas moi qui ai développé cette chose. Mais non, parce que justement, là, on a posé la question, j'ai oublié son nom, à cette doctoresse qui avait un peu travaillé là-dessus en Hollande, hein, oui, et qui avait dit qu'en fait, non, justement, ils avaient choisi un nom qui ne correspondait à rien, ils avaient été voir sur Internet pour être sûr qu'ils n'ont pas d'interférence. Donc c'est WANDA. Oui. Mais c'est vrai qu'en effet, mais bon, je pense que si on fait institut de médecine, on tombe sur Wanda facilement. Mais c'est vrai que je ne pense pas que l'acronyme Wanda soit déjà complètement percolé partout. Mais bon, je pense que c'est aussi quelques années nécessaires. Et il y a eu un peu ce frein avec le Covid, où tout a été un petit peu, mais on va relancer. Je pense que ça donne en effet énormément par pays, chaque thème précis. Moi, je regarde régulièrement encore. Oui, parce que le patient vient pour se faire vacciner, déjà il est stressé à l'idée de recevoir 1, 2 ou 3 injections, on lui raconte, on lui donne des conseils, éventuellement on lui donne même des papiers qu'il va se empresser de perdre ou de mettre à la poubelle, et au moment où il se trouve dans le pays, c'est très facile pour lui. Il Google Wanda et en plus ça peut être utilisé offline, online. Oui, tout à fait. Il n'y a plus d'autres questions?